Donc, je vais vous parler de ce que ce Harry Browne avait nommé le portefeuille permanent. Donc, il avait décrit ça dans les années 70. Il s'était posé la question si on n'a aucune idée de la finance, aucune idée des cycles économiques, on ne veut pas faire de prédictions et on veut avoir un portefeuille stable, le plus stable possible, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la plupart des banquiers privés vont vous dire vous devez avoir des obligations. Parce que les obligations, c'est un coupon, fait fixe, c'est stable, etc. Mais en fait, quand vous regardez statistiquement, au cours du temps, les obligations, il y a des moments où ça se passe très mal. Quand l'inflation repart, par exemple, vous pouvez perdre énormément sur les obligations. Donc, toutes les obligations de l'OCDE depuis 3-4 ans, ont perdu jusqu'à un quart de leur valeur. Donc, perdre un quart de sa valeur, c'est pas du tout stable, ça, cette histoire-là. Donc, il s'était dit, bon, je vais partir des actifs liquides, donc il n'y a pas d'immobilier, il n'y a pas de private equity, les choses liquides. Et je vais prendre les actifs les plus purs qui soient les actions en général, donc les indices actions, le CAC 40, le S&P, etc. Bon, ça c'est une poche. Les obligations longues d'État, donc le 10 ans gouvernemental en France, ou ça dépend dans quel pays vous êtes. Ce qu'on appelle le cash, c'est-à-dire les bons du trésor, les obligations à 1 mois. Et puis une dernière partie qui est l'or. Et il s'était dit quelle devrait être la combinaison entre ces 4 actifs qui pourrait être très stable dans le temps. Et sa conclusion, c'était une équirépartition. C'était une pizza avec 4 quarts. C'est extraordinaire. Extraordinairement simple. Et donc, on s'est repenché sur cette question avec Michael il y a quelques années parce que ce portefeuille n'a pas fait le mieux qui était possible pendant des années et des années. Et pourquoi il n'a pas fait le mieux qui était possible? C'est parce que vous voyez bien que il y a des choses ici, des actifs ici, donc le cash et l'or. Quand on est en période désinflationniste, quand l'inflation n'arrête pas de baisser, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En fait, les actifs du haut gagnent beaucoup quand l'inflation baisse. Donc depuis 40 ans, entre 1980 et 2000, l'inflation n'a cessé de baisser. Les taux n'ont cessé de baisser. Donc les obligations longues ont très très bien performé, les actions se sont très bien débrouillées, et le reste, ça ne servait à rien. Donc quand il a sorti conceptuellement cette idée dans les années 70, c'était très intelligent, mais ensuite, de 80 à 2020, ça ne servait à rien. Et donc, ce portefeuille a été abandonné. Il est sorti des livres d'histoire. Et c'est un de nos clients qui nous l'a redonné dans les mains, alors on ne le connaissait pas, il y a 5-6 ans, en disant « mais vous devriez lire ça, c'est très intéressant ». On l'a ressorti, on s'est dit « c'est très malin ». Parce que si l'inflation repart, alors là, il va falloir se pencher sur ces choses-là. Hein. Parce que l'inflation, ça peut faire du mal. Hein. Voilà. Donc, c'était cette introduction. Alors, vous voyez que cet actif, ce portefeuille est très, très intelligemment composé parce que vous avez des actifs de nature très, très différente. En bas, vous avez les monnaies. Donc, ça, c'est des monnaies, mais ça, c'est les monnaies d'aujourd'hui. C'est les monnaies fiduciaires, c'est le dollar, c'est l'euro, c'est l'yen, voilà, c'est la monnaie papier. Et ça, c'est la monnaie ancestrale. Bon, est-ce que la monnaie ancestrale est sortie du système? Pas du tout. Elle est toujours là. Elle est cachée derrière les autres monnaies. Et quand les monnaies fiduciaires sont mal gérées, ce qui est le cas chez nous depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire qu'il y a des émissions monétaires considérables, des taux trop bas, etc. Qu'est-ce qui se passe? Le marché me le fait savoir en faisant remonter l'or. Donc quand l'or monte, ça veut dire, c'est pas l'or qui monte, ça veut dire que les devises fiduciaires ont été mal gérées. Donc l'or, c'est le juge de paix des banques centrales. Bon, vous avez vu cette année, l'or, il a monté de 40%. C'est le juge de paix, c'est-à-dire, désolé, chez la Banque centrale, vous avez fait n'importe quoi avec les monnaies, donc elles ont été débasées, petit à petit, elles perdent de la valeur fondamentale par rapport aux actifs réels, par rapport à la réalité du monde. Donc 2 monnaies. Donc de toute façon, il y en a bien une des 2 qui va bien s'en sortir, vous mettez les 2 ensemble, bon voilà, il y en a une qui s'en sortira pas très bien, l'autre très bien, donc l'ensemble sera relativement stable. Et puis vous regardez le haut, le haut, c'est le temps, c'est les actifs dans le temps long. Le temps long, c'est les actions. Et puis, les obligations, c'est le temps long gouvernemental. Donc ça, c'est le secteur public, ça, c'est le secteur privé. Et évidemment, le secteur privé, le secteur public, il y a toujours des intérêts un peu contradictoires, etc. Il y a bien un moment où ça favorisera l'un ou l'autre. Donc quand vous mettez encore les 2 choses de la même manière, ensemble, il y en a bien, voilà. Vous allez construire une Jeep, vous allez construire un portefeuille il ne va pas s'écrouler tout en même temps. Il y aura toujours quelques poches qui fonctionneront bien. Et puis si vous regardez de gauche à droite, là, vous avez ce qu'on appelle des contrats, c'est-à-dire ce sont des titres de dette, que ce soit des contrats à long terme ou à court terme. En fait, c'est l'État qui vous dit « je vous garantis que je vous redonnerai votre prêt. Votre épargne, vous me la confiez et je vous la rendrai ». C'est un contrat. Alors qu'à droite, ce n'est pas du tout des contrats. Ce sont des titres de propriété. Alors, ça n'a rien à voir. Donc, titre de propriété, quand vous achetez des actions, vous êtes propriétaire de l'entreprise, et quand vous achetez de l'or, c'est à vous. Il n'y a pas de dette là-dedans. Et donc, vous voyez que ces notions de contrat
ou de titres de propriété. Ça dépend des situations économiques. Il y a des moments où les contrats, ça va très bien parce que l'État est bien géré. Et puis, il y a des moments où ça ne va pas du tout quand l'État est mal géré. Quand on commence à avoir des dettes qui partent au plafond, comme on a là, toutes les notions de dette, là, c'est la grande question des marchés financiers aujourd'hui, c'est est-ce que les États vont rembourser ces trucs-là? Comment ils vont rembourser? Ils vont avoir du mal. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, ce sont ces actifs-là qui marchent bien, parce qu'on a peur des contrats. Donc, évidemment, encore une fois, quand vous répartissez des deux de façon équipondérée, vous avez quelque chose de très, très stable. Alors, je vais vous montrer à quel point c'est stable. Ça, c'est aux États-Unis. Donc, en pointillé, vous avez la courbe de inflation américaine plus 4 et quelques, 4,3% par an depuis la fin de Bretton Woods en 71, 50 ans. Et puis, la petite courbe bleue, c'est le rendement du portefeuille Brown, ce portefeuille permanent. Vous voyez que c'est incroyable, ça oscille autour de ce truc-là de façon remarquablement stable. Donc voilà, ils ont dit, j'ai trouvé quelque chose qui est la stabilité, en fait, le portefeuille qui stabilise le mieux sur le long terme un investissement sans avoir à changer les allocations. Alors, c'est une notion très importante. Moi, je suis ingénieur de formation, alors tout ce qui est lié à la science, j'adore. Et évidemment, là, vous comprenez qu'il ressort une notion qui est la notion d'invariant. C'est quelque chose qui ne varie pas, en fait, ce portefeuille. Et la notion d'invariant en science, c'est considérable. Toute la science est fondée sur la notion d'invariant. La science, c'est quelque chose ne varie pas. Par exemple, l'énergie ne va pas varier. Vous pouvez transformer l'énergie, mais vous ne pouvez pas en créer ni en faire disparaître. Et à partir de ce moment-là, les théories physiques, c'est toujours des invariants. C'est des invariants dans l'espace. Tiens, si je regarde à gauche et à droite, c'est la même chose. Ça, c'est une notion d'invariance qui permet d'avoir des équations physiques qui permettent, en fait, de contrôler techniquement le monde. La notion d'invariance est fondamentale. Par exemple, je fais une expérience aujourd'hui, dans une certaine condition physique, je vais la refaire dans les mêmes conditions dans 3 semaines, j'aurai le même résultat. Invariance dans le temps. Invariance dans le temps, ça veut dire conservation de l'énergie, c'est la même chose. Donc ça veut dire que dès qu'on a une vision scientifique de quelque chose, il faut chercher un invariant. L'invariant, c'est probablement celui-là. Voilà. Alors, on le voit qu'aux États-Unis, c'est remarquable. Et puis on l'a regardé avec Michael sur, je ne sais pas combien, 30, 40 pays. Et vous voyez que c'est partout pareil. C'est-à-dire que vous prenez par exemple, je ne sais pas, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Zélande, vous prenez l'indice action de la Nouvelle-Zélande, les obligations à 10 ans de la Nouvelle-Zélande, les obligations courtes de la Nouvelle-Zélande et l'or. Et puis, qu'est-ce que ça vous fait depuis, je ne sais pas, alors on remonte les données les plus longues qu'on a, depuis 92, ça vous fait inflation de Nouvelle-Zélande plus 5%. Et donc, vous voyez que dans tous ces pays, vous avez quelque chose qui vous rapporte inflation plus, de l'ordre de 4%, ce qui est quand même très, très, très bien. Donc, c'est quand même très confortable. Voilà. Alors maintenant, sur le très long terme, on a regardé en disant, est-ce que ça marche absolument toujours? Et alors, on a été regarder les données remonter au 19e siècle, là, pour voir s'il y avait des risques sur ce portefeuille. Et oui, il y a quand même des risques importants sur ce portefeuille. Et les risques importants, on a regardé sur la France, puisqu'on est remonté depuis 1840. Et vous voyez que depuis 1840, la France fait toujours sur ce portefeuille inflation plus 3, effondrement. Inflation plus 3, effondrement, inflation plus 3. Les effondrements, c'est toujours dans les périodes de guerre. Donc le problème de ce portefeuille, c'est pour ça qu'il n'est pas universel, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une guerre sur son sol. Sur son sol, parce que la guerre sur son sol, c'est épouvantable. Ça détruit les actifs fixes. Et puis en plus, on produit des actifs pour aller balancer des bombes sur les autres qui n'ont aucun côté productif. Donc une guerre vous détruit. La guerre, ça détruit tout ce qui est dans le portefeuille sauf l'or. Mais tout le reste du portefeuille est détruit par une guerre. Donc, vous allez perdre 75%, quoi, en gros, parce qu'il ne vous reste que 25%. Et c'est ce qu'on constate. Bon, voilà. Donc là, ça veut dire... Attention, s'il y a un risque de guerre. Sur son sol, parce qu'on l'a regardé, par exemple, en Russie, depuis le début du conflit avec les Ukrainiens, il s'en sort très bien. C'est-à-dire qu'il vous fait inflation plus 4. Alors, il a un peu oscillé avec le début du conflit. Vous regardez depuis 3-4 ans, inflation plus 4. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de guerre sur le sol russe. Et si tout d'un coup, la guerre s'étendait sur le sol russe, alors là, les actifs russes, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Ils s'effondrent comme les actifs ukrainiens qui ne valent plus rien aujourd'hui, parce que c'est sur leur sol. Alors, on a quelque chose qui est très stable, on pourrait s'arrêter là, mais ce qu'on s'est dit, c'est on va essayer d'être un peu plus malin, on va essayer de se dire, mais on n'est pas obligé d'avoir toujours les 4 poches d'actifs, on n'est pas toujours obligé d'avoir des obligations, des actions, il y a des moments, certains sont plus favorables, certaines périodes sont plus favorables aux actions, par exemple. Donc d'abord, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait examiner
les actions pour essayer de faire bouger ce 25%, peut-être mettre un peu plus ou un peu moins quand c'est favorable. Et pour ça, on a pris une approche macro, on a voulu suivre les cycles économiques. Alors, là encore, une approche un peu scientifique qui s'appelle le principe de Pareto, la loi de Pareto. Ça, c'est une règle que certainement vous connaissez tous, c'est la règle des 80-20. 80-20, ça veut dire que vous avez 20% de vos clients qui rapportent 80% de votre chiffre d'affaires. Et c'est une règle qui est partout le cas. C'est-à-dire que là, on s'est amusé à regarder, par exemple, 20% des pays font 90% de la richesse mondiale. Et puis cette loi de Pareto, elle est ce qu'on appelle autosimilaire, c'est-à-dire qu'elle est vraie à toutes les échelles. Donc, vous avez 20% de vos clients qui font 80% de votre chiffre d'affaires. Ensuite, vous reprenez vos 20%. Vous allez de nouveau avoir dans ce sous-groupe 20% de ces meilleurs clients qui vont faire 80% du chiffre d'affaires de ces très bons clients. Donc, ça veut dire que vous allez avoir 20% fois 20%, 4% qui font 80% fois 80, 64% de chiffre d'affaires. Donc, vous allez voir, c'est partout pareil. Distribution des richesses dans le monde, distribution de la population dans les villes. Vous allez voir, cette règle est universelle. Donc, vous avez 4% de vos clients qui font 60 et quelques % de votre chiffre d'affaires. Ça m'a amusé parce que j'ai entendu il y a 2 jours que je crois que c'est à Strasbourg, il y a eu une étude qui disait, ils ont étudié dans des écoles maternelles ou des jeunes enfants, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi, et ils ont conclu, c'est absolument incroyable, dans les écoles de jeunes enfants, il y a 20% des enfants qui utilisent 80% de l'espace de la cour de récréation. Et alors là, ça y est, les journalistes sont là, extraordinaire. Alors maintenant, ils vont mettre des gilets connectés pour étudier ça plus profondément. Mais c'est juste partout, cette loi. Absolument partout. Bon. Alors, on reviendra, cette loi est très importante. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a 7-8 ans, on a été listé tous les facteurs macroéconomiques qui influençaient le prix des actions. Alors, on y est allé, en brainstorming, là. Alors, on y va, etc. On a trouvé une 50aine. Alors, bon, et puis à la fin, ça devenait un peu n'importe quoi. Mais on listait. Bon, on s'est dit, c'est un peu beaucoup pour faire des modèles. Donc, on va faire une loi de Pareto. Donc, on va en prendre 20%. Donc, on est tombé sur 10. Alors voilà les 10 critères qu'on a trouvés. Alors on a vraiment étudié ça à fond. Oui. Donc vous avez l'inflation, la croissance, la liquidité du marché, la valeur... Enfin, vous avez plein de choses comme ça, et ça c'est très très sérieux. Et on a développé des modèles, on a développé des logiciels pour étudier ça. Et puis il y a 1 an, on a commencé à s'occuper de la gestion d'argent, et on s'est dit on va simplifier encore ça. Et si on simplifie, pourquoi il faut simplifier ? Parce que quand vous faites de la science, plus vous simplifiez, plus vous avez de chances d'être robuste, d'être vrai. Quand vous avez plein de paramètres, si vous êtes trompé dans les poids, trompé. Et puis ensuite, vous faites ce qu'on appelle de l'overfitting, ça ne marche pas. Donc on dit, on va resimplifier encore ça. Donc on a dit, on va refaire 20%. 20% de 10, ça fait 2. Donc quels sont les 2 paramètres les plus importants pour gérer les actions ? Les voilà. C'est la croissance et l'inflation. Et donc on a dit, à partir de maintenant, on va gérer l'allocation aux actions dans le portefeuille à partir uniquement de ces 2 paramètres, et on va voir ce que ça fait. Alors, vous prenez la croissance et l'inflation. Alors, c'est bien, vous avez un axe qui est la croissance, un axe qui est l'inflation, et ça vous donne 4 cadrans. Avec des cadrans, vous avez une croissance. Par là, la croissance est bonne, là, elle ralentit. Là, l'inflation accélère ou elle décélère. Et on va voir que ça a des conséquences colossales sur les actions. Pourquoi ? En fait, c'est évident parce que le prix des actions, c'est quelque chose de très simple. Le prix des actions, c'est les profits de l'entreprise, multiplié par ce qu'on appelle le multiple, c'est-à-dire le price earning, ou le prix, en français, le prix, le PER, voilà, le PER, price earning, le PER. Donc ça veut dire que quand vous achetez une action, vous achetez un certain nombre d'années de profit courant. C'est ça, comme ça que les prix est fait, un certain nombre d'années de profit courant. OK, le profit courant est totalement lié à la croissance. Donc quand la croissance économique part, les profits des entreprises partent en parallèle. Donc ça, quand la croissance part par là, c'est très bon pour le prix des actions. Mais vous avez aussi un certain nombre d'années. Et un certain nombre d'années, c'est la valeur du temps. Et la valeur du temps est inversement proportionnelle à l'inflation. Parce que l'inflation tue la valeur du temps. Si vous avez 100 € aujourd'hui, il n'y a pas d'inflation, c'est 100 € dans 10 ans, vous pourrez toujours les utiliser de la même manière. Vous aurez le même pouvoir d'achat. Mais s'il y a 10% ou 20% d'inflation tous les ans, vous gardez votre billet, vous le sortez dans 10 ans, vous ne pouvez plus acheter un sandwich avec, ça ne vaut plus rien. Parce que l'inflation a bouffé. Donc la valeur du temps est bouffée par l'inflation. Donc vous voyez que dans la construction de la valeur fondamentale d'une action, vous avez 2 choses qui vont influencer la croissance et la désinflation. La désinflation,
va vous faire l'extension des multiples. Donc la situation la plus favorable, elle est là. Et là, vous avez tous les rallyes des marchés des actions, en gros, dans le monde. Voilà. Et puis vous avez, alors c'est pour ça qu'on appelle ça, quand on est tout au bout là, on appelle ça le paradis des actions. On prend une dimension un peu religieuse là. Et alors évidemment, l'inverse, c'est l'enfer. L'enfer, il est ce qu'on appelle la stagflation. C'est-à-dire quand vous avez à la fois la croissance qui baisse et l'inflation qui monte, alors là, les actions se font mais massacrer. C'est là où vous avez les grandes pertes, les 50, les 70%, etc. Donc on s'est dit, voilà, le cadre conceptuel est très simple. On va simplement suivre le monde entier. Donc on a pris 40 pays. Alors on suit 40 pays. Et dans chacun de ces pays, on mesure si la croissance est en train d'accélérer ou pas, et si l'inflation est en train d'accélérer ou pas. Et donc on fait simplement un calcul de proportionnalité, un ratio, combien de pays, dans les 40 qu'on suit, qui pour nous est un proxy du monde, combien sont en accélération d'inflation, combien sont en accélération ou décélération de croissance. Bon, ça j'y reviendrai peut-être. Et voilà. Donc nous avons mois par mois un petit point qui nous dit où est le monde. Alors le monde est là aujourd'hui. Le monde est là aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous avons 95% des pays que nous suivons qui sont très bien en termes de croissance. Alors je ne parle pas de politique, je ne parle pas de géopolitique, je ne parle pas d'économie, je parle de mesures effectives de la croissance économique. Très très bien. On est très très bien. Par contre, et en termes d'inflation, vous voyez, on a que 20 pays ou 30, je ne sais pas très bien où on en est, 25% des pays qui sont en accélération d'inflation. Donc on est très 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 bien positionné aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans le cadran le plus favorable que celui-là, et on est très très proche de ce qu'on appelle le paradis. Le paradis, c'est 100% des pays qui sont formidables. Et puis on est extrêmement loin de l'enfer. On n'était pas loin. Là, c'est un mois. Un petit point, c'est un mois. Donc vous voyez, quand on est rentré dans le paradis il y a quoi? Il y a un an ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est récent. Et puis il y a des moments, c'était pas bon. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement piloter l'allocation aux actions en fonction de la distance à l'enfer ou de la distance au paradis, ce qui est la même chose. Donc on va dire, si on est très proche du paradis, on met plein d'actions. Et dès qu'on commence à s'éloigner, donc on se rapproche de l'enfer, on diminue. Parce qu'on ne veut pas être pris par... parce qu'on sait que c'est là que ça va craquer. Donc dès que ça diminue... Donc voilà, on a une mesure de distance. Donc vous voyez que la science, c'est pas... Mesure d'une distance, c'est Pythagore. Hein. Voilà, A2 plus B2, c'est ça. Donc le modèle, il n'a que ça. C'est simplement une mesure de distance. Et cette mesure de distance va nous conduire à allouer plus ou moins aux actions. Alors, vérification expérimentale. Donc, on prend nos 40 marchés et on se dit, est-ce que vraiment la croissance a une influence sur le rendement des actions? Alors, on remonte dans les bases de données le plus loin qu'on puisse trouver, Bloomberg, sur chaque marché. Et puis, pour chaque pays, on mesure mois par mois, est-ce que la croissance accélère ou décélère? Et puis, quand ça accélère, on capitalise les rendements quand ça accélère. Puis, quand ça décélère, on capitalise les rendements de tous les moments où ça décélère. Et voilà. Et vous avez le résultat ici, avec le rendement ici, et puis tous les pays. Et vous voyez que quand la croissance accélère, c'est tous les points verts. Donc, les rendements sont très, très bons. Ils sont autour de 15%. Ça marche très bien pour les actions. Et quand la croissance décélère, pas bon. C'est de l'autre côté. Donc, on a un clustering qui est statistique très puissant. Donc, on vérifie que cette hypothèse de croissance est totalement vérifiée dans 40 pays. Donc, ça, c'est vérification. On fait la même chose sur l'inflation et on voit que c'est exactement la même chose. Quand l'inflation accélère, on est dans le rouge, là. Et le rouge, c'est des rendements pas terribles. Vous les voyez ici, qui vont de 5, 2, moins 2, moins 4, 7, etc. Et quand l'inflation décélère, alors là, on passe à 16, 13, 16, 6, 15, 20, formidable. Donc, on a bien vérifié expérimentalement que les deux paramètres étaient les plus influents sur le marché des actions. Et ensuite, on va voir une petite notion physique, c'est que comment est-ce que les systèmes s'effondrent? Parce qu'un marché financier, c'est un système complexe, comme une économie. Comment elle s'effondre? Elle s'effondre comme des tas de sable. Donc, les tas de sable, on connaît bien le truc, on rajoute des grains comme ça de sable, et puis il ne se passe rien, et puis tout d'un coup, la pente va monter, et à partir du moment où on atteint une pente critique, on va voir des éboulements, et des éboulements sous forme d'avalanches. Les avalanches, c'est typique de l'éboulement des systèmes complexes qu'on retrouve partout dans la nature. On retrouve aussi ça, par exemple, dans l'effondrement de la vie. Donc on regarde sur 500 millions d'années comment les espèces ont disparu. Il y a eu des effondrements épouvantables. Vous regardez, il y a 450 millions d'années, il y avait 86% des espèces vivantes sur Terre qui ont disparu. Il y a 250 millions d'années, c'était 96% des espèces vivantes qui ont disparu. Et puis là, on est en train de se dire, oula, c'est pas terrible. Mais vous regardez en fait la distribution de ces effondrements, c'est comme des tas de sable. Ça a une caractéristique, qui est une caractéristique statistique, c'est que l'amplitude de l'effondrement
est inversement proportionnelle à sa probabilité ou à sa fréquence. Donc ça veut dire que vous allez avoir 100 fois un petit effondrement de 1 et une fois un effondrement de 100. Donc la probabilité inversement proportionnelle à l'amplitude. Exactement comme les avalanches. Les avalanches de neige, c'est ça. Les avalanches de sable, c'est ça. Les tremblements de terre, c'est ça. Donc il y a quelque chose de fondamental dans cette notion d'effondrement sous forme d'avalanche. Qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé si le marché financier s'effondrait comme des avalanches. Et donc, on a regardé le S&P depuis 1927, l'amplitude de l'effondrement, fonction de 1 sur sa fréquence ou 1 sur sa probabilité. Si on trouve une droite, ça veut dire que ça s'effondre comme une avalanche. Bon, on trouve une droite de dingue. Donc on voit que c'est une avalanche. Voilà. Donc, ça, les marchés financiers s'effondrent comme des avalanches. Alors, où est-ce qu'elles se produisent, les avalanches? Eh bien, elles se produisent là. Elles se produisent là. Donc en fait, quand on se rapproche de là, c'est comme si on se rapprochait du tas de sable avec la pente critique qui arrive, et là on arrive proche de là. Et là, vous allez avoir tous les effondrements. Donc, il faut en avoir quelques-uns ici. Comme vous, quand vous avez un petit tas de sable comme ça, bon, il y a quelquefois ça descend un peu. Mais là où ça s'effondre méchamment, c'est là. Et donc on a revérifié que notre distance à ce point-là allez vous enclencher, vous donner une indication du moment très dangereux dans les marchés. Donc là, on a notre mesure qui oscille de la distance à l'enfer, qui est en haut à gauche dans notre stagflation. Vous voyez que là, on est très très loin de l'enfer à la fin, puisqu'on est presque proche du paradis, donc on est extrêmement loin. Et puis là, on a regardé les grands effondrements du marché des actions, et on a mis en rouge quand cette distance-là, qui est simplement inflation-croissance, est inférieure à 50%. Donc on commence à se rapprocher, on a dépassé le milieu du graphe, on commence à rentrer vers l'enfer, eh ben vous avez tous les points rouges, tous les effondrements rouges. Donc vous voyez, depuis 50 ans, les effondrements rouges se sont toujours produits quand on se rapprochait de ce point-là. Donc on a une idée en fait de la façon dont s'effondrent les marchés, et la seule chose, notre stratégie consiste à faire quelque chose de très brillant, c'est-à-dire que quand on se rapproche, on fuit. Juste on se barre, c'est ce qu'on fait, et c'est ça notre stratégie. Alors ensuite, on va simuler ça. On va dire, bon, simulons un truc très simple. Voilà les marchés mondiaux, le MSCI World. Voilà un investissement en cash, en bills. Et puis, on va juste mesurer mois par mois quelle est notre distance à l'enfer. Ça va nous dire, vous mettez 30% en actions, vous mettez 40%, vous mettez 50%. Et on fait l'hypothèse un peu naïve que le reste, on va tout mettre en cash parce qu'on n'a pas d'idée. Alors, on met tout en cash. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait la courbe rouge. Donc, la courbe rouge, elle a quelque chose de remarquable. D'abord, elle est tout à fait sous-optimale, puisqu'on est soit en action, soit en cash. On peut faire beaucoup mieux que mettre en cash, bien sûr. On va regarder ça après. Mais déjà, sur les actions, on voit qu'on a une trajectoire qui est merveilleuse de notre point de vue, c'est qu'on n'a pas les grandes gamelles. C'est surtout ça. Donc, en fait, quand vous êtes là-dedans, vous n'allez pas vous retrouver avec moins 30 ou moins 40. Et bon, un des objectifs de notre gestion, c'est justement de dire au client, écoutez, on va faire tout ce qu'on peut pour que vous n'ayez pas un moins 30, un moins 40 un jour. Et ça semble marcher depuis la nuit des temps. Alors ensuite, on se dit, bon, très bien, mais on peut faire un petit peu mieux que mettre tout en cash. Donc on va sortir des actions et on va dire qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec les 3 autres actifs qui sont les obligations longues, les obligations courtes et l'or. On pourrait faire quelque chose d'intelligent. Et on va reprendre la même approche en disant quels sont les 2 paramètres qui déterminent le prix de ces monnaies. Comme on avait pris 2 paramètres pour les actions, c'est les taux longs et les taux courts. Et on va expliquer pourquoi, c'est extrêmement simple. Il faut voir qu'on a séparé l'analyse des actions et ce qu'on appelle les monnaies, les obligations, le cash et l'or, parce qu'elles n'obéissent pas du tout à la même dynamique. Les actions, c'est le résultat de millions d'interactions. C'est nous, on est tous là, on achète notre pain là, on va acheter notre voiture là, on interagit avec des millions de gens qui montent des entreprises. Bon, voilà, c'est l'activité économique. Donc c'est pour ça qu'elle est pour nous contrôlée par inflation-croissance. Mais les monnaies, c'est pas contrôlé par nous. Les taux d'intérêt, on décide de rien. En fait, il y a 5 ou 6 personnes dans le monde qui déterminent totalement la valeur des monnaies. C'est les banques centrales qui ont décidé qu'ils allaient émettre des trillions de dollars et d'euros pour nous sauver du Covid, qui a fait l'inflation. C'est une décision de 5-6 personnes dans le monde. Donc pour nous, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on ne regarde pas les monnaies à partir de l'inflation et de la croissance. On les regarde à partir des décisions monétaires. Donc là, on est sur la politique monétaire. Et les deux paramètres de la politique monétaire qui sont importants, c'est les taux d'intérêt à très court terme, ce qui va contrôler le cash, et les taux d'intérêt à long terme, qui vont contrôler le rendement des obligations longues. Et donc on va refaire la même chose. On va dire les taux courts montent, où les taux longs sont élevés ou bas. Et là, vous allez avoir de nouveau des environnements qui sont très différenciés. Quand vous avez des taux à court terme qui sont assez élevés,
l'épargne monétaire est très bien rémunérée, tout le monde est content, et donc tout le monde va dans le cash. Super. Et puis en plus, si vos taux longs, à long terme, sont encore plus élevés que les taux courts, alors allons vers les obligations, parce que vous allez avoir 1 ou 2% de plus, c'est super, c'est très bien. Donc le paradis des obligations, c'est les taux courts sont élevés, donc la monnaie est forte, et en plus les taux longs sont encore plus élevés, et donc vous êtes dans le paradis des obligations. Par contre, quand vous êtes dans la situation inverse, comme c'est le cas aujourd'hui, vous avez des taux courts qui ne sont pas assez élevés, donc déjà vous allez par là, et des taux longs qui sont en dessous des taux courts. Donc là, franchement, aller acheter des obligations, il faut vraiment être généreux. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez évidemment que c'est l'or qui flambe. Parce que les gens se disent, les obligations, les contrats d'État ne rémunèrent pas assez. Et si elles ne me rémunèrent pas assez mon épargne, je ne veux pas leur prêter mon argent. Et donc, les gens vont vers l'or. Et donc, vous avez toutes les banques qui vous empêchent d'acheter de l'or. Elles vous empêchent parce qu'elles ont très peur. Les gouvernements ont très peur que les gens se mettent à acheter de l'or. Parce que si les gens se mettent à acheter de l'or, ils n'achètent plus leurs obligations, donc ils ne financent plus leur déficit. Donc c'est un gros problème. Donc il se passe en réalité. Et donc, mais évidemment, c'est ces moments-là où vous voyez que l'or flambe. Et voilà. Donc vous avez la même notion, avec des notions de paradis, et on reprend nos 40 pays avec toutes leurs devises, et on regarde les taux courts, les taux longs, et on a une position, voilà. Et voilà où on est aujourd'hui. Alors, on est franchement proche du paradis de l'or. Voilà. Et ça fait un bon moment qu'on est là. On est dans ce cadran-là. Pourquoi? Parce que ça fait un bon moment que les politiques monétaires ont fait un peu n'importe quoi avec notre monnaie. Ils sont en train de la débaser à fond. Ça fait depuis le Covid, en fait. Bon. Et donc, vous voyez, on circule là-dedans. La conséquence pour nous, c'est que on avait les actions. On en avait beaucoup parce qu'on est très bien dans les actions. Et le reste, il est en or pour nous. Et on n'a rien en obligation, on n'a rien en cash. Alors évidemment, ça fait un portefeuille très risqué, parce que vous avez des obligations et de l'or. Mais voilà, c'est la nature de la situation aujourd'hui. Alors on fait la même simulation, cette fois on ne regarde que la partie défensive, donc monétaire, on oublie les actions, on regarde, ça c'est le cash, ça c'est les obligations longues, ça c'est l'or, et puis en fonction de notre petite distance au paradis, tous les mois, on dit c'est tant dans l'or, tant dans les actions, tant dans les obligations, et ça nous fait la petite courbe en pointillé. Donc ça, c'est de la gestion uniquement de monnaie. On n'a pas d'action là-dedans. Et on voit qu'encore une fois, ça nous donne ce que l'on veut, c'est que ce n'est pas toujours suroptimal, ce n'est pas toujours parfait. Mais on n'a pas de gamelle. Ou on en a très peu. Alors que quand vous voyez, l'or, c'est horrible, quand ça a reçu. Et puis même les obligations, vous voyez à la fin, le petit retour là, c'est 25% quand même. Donc ça fait mal. Donc voilà. Et puis on va regrouper les deux. On va dire, d'abord, on alloue aux actions. Et puis ensuite, sur la partie, on ne va pas mettre en cash, on va mettre sur la courbe bleue là, c'est-à-dire une répartition entre les trois autres. Et à ce moment-là, on arrive à la combinaison et on obtient ça, qui est notre calcul final. Là, vous avez les différentes classes d'actifs. Le cash en noir, en vert, vous avez les obligations d'État, en jaune, vous avez l'or, en bleu, les actions sur le long terme, le fameux portefeuille Brown du début qui ne bouge jamais et qui est très bien, qui vous fait de l'inflation plus 3 à 4. Il est là, il est en noir. Et vous voyez qu'il est très très stable par rapport à toutes ces classes d'actifs. Donc c'est déjà très très bien. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous faites ça. Et puis si vous voulez jouer un peu plus, nous ce qu'on dit, c'est que quand on commence à jouer, on obtient celle du haut. Et celle du haut, c'est un rendement bien plus élevé évidemment. Et puis vous voyez que ça ne produit pas plus de risques majeurs. Parce qu'en fait, comme toute la stratégie consiste à fuir le risque, comme par hasard, on n'a pas des gamelles épouvantables. Voilà. Alors, les rendements, ça, c'est de la simulation, mais vous voyez, ça fait... Si on regarde sur très long terme, les actions, ça fait 9, l'or, ça fait 8, les obligations, 6,5, le cash, 5, et... Alors là, il n'y a pas les fees, il n'y a rien, mais vous faites plus de 10 avec un truc comme ça. Et surtout, ce qui est important, c'est la ligne 4, c'est-à-dire la perte maximale, ce qu'on appelle le peak to valley, donc vous êtes en haut et puis vous perdez, avant de rebondir. Les actions, ça a perdu au 54% à plusieurs reprises depuis 50 ans. Donc c'est quand même énorme. L'or, plus de 60%. Donc détenir que de l'or, pas tout le temps, parce que sinon, si vous êtes dans la mauvaise période, vous perdez presque les 2/3 de la valeur de votre portefeuille. Les obligations, 26%, ça fait cher quand même pour quelqu'un qui pensait avoir quelque chose de stable. Et là, vous tombez à 10, vous tombez à 9,4. Donc ça veut dire que, encore une fois, c'est une approche qui n'est pas une approche prédictive. C'est ça, vous voyez un petit peu là la façon dont
les allocations évoluent au cours du temps, donc ça respire. Vous voyez les equities, donc les actions qui montent parce qu'on se rapproche du paradis d'action. L'or, c'est en jaune. En bleu, vous avez les obligations et en gris, le cash. Et vous voyez que tout ça fait des vagues qui durent, je sais pas, 5-6 ans, chose comme ça. Donc il y a des vagues avec du bon risque pour les actions, puis il y a des vagues avec du bon risque, ça dépend. C'est à peu près l'ordre de grandeur d'ajustement. Ça donne l'impression que ça ajuste beaucoup, mais c'est long quand même ça. Donc vous voyez qu'avant de partir d'un côté à l'autre, il se passe des mois. Il n'y a pas de frénésie là-dedans. Et la conclusion de cette présentation, c'est que la façon dont on aborde la gestion de portefeuille, c'est une approche qui est très scientifique. C'est-à-dire, ce qu'on dit, c'est on mesure, et on s'adapte. Et on ne prévoit rien. On ne dit jamais, je pense que l'inflation sera comme ça dans 6 mois, ou moi, je pense que la croissance va repartir, parce que évidemment qu'on a plein de débats en interne ces questions-là, et on écrit des papiers sur les conditions, sur qu'est-ce qui va se passer avec Trump, avec ses tarifs, avec ses coûts, etc. Donc tout ça, il y a beaucoup de réflexion économique là-dedans, mais pas dans notre façon de gérer. Parce que dans notre façon de gérer, on attend, par exemple, si effectivement les droits de douane explosent de partout, l'inflation va repartir. Parce que c'est évident, que les produits seront plus chers. Bon, alors, mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, tant que ça n'est pas le cas, tant que les décisions ne sont pas prises, tant qu'on ne le mesure pas, pour nous, ça va. Mais dès qu'on va commencer à mesurer si ça se produit, alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une allocation aux actions qui va diminuer parce qu'on va s'écarter des paradis des actions. C'est ça notre situation. Voilà, c'est ma conclusion. On est dans une situation aujourd'hui qui reste très favorable aux actifs risqués. On est quasiment au maximum de risques qu'on a pris depuis 50 ans dans tous ces modèles, puisqu'on est énormément investi en actions et le reste tout en or. Donc on est sur des portefeuilles qui ont des volatilités énormes en ce moment, 15%, mais théorique. C'est-à-dire 15%, c'est la volatilité si vous regardez sur 50 ans, mais dans la période dans laquelle on est, c'est pas du tout ce qu'on observe. On a quelque chose qui est relativement stable et qui se débrouille bien. En tout cas, cette année, ça se passe très bien. Voilà, et puis je suis ravi d'écouter vos questions et d'y répondre si vous le souhaitez. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Je peux faire des questions sur la science, si vous voulez, sur l'énergie. Je peux vous parler de l'énergie, c'est ça. En pratique, c'est vrai, ce portefeuille aujourd'hui explique les raisons pour lesquelles les marchés actions, notamment aux US, sont plus hauts. Aussi en France, sauf depuis la dissolution évidemment, mais on avait des marchés qui étaient, on faut les considérer anormalement élevés, en tout cas ils peuvent être grimpés. Le contexte économique était peut-être un peu moins porteur, mais parce que les inflations pas. Absolument. Alors, quand vous commencez à réfléchir à tous ces trucs-là, vous dites, bon, finalement, il y a 2 paramètres qui sont déterminants dans ce que nous on dit, donc l'inflation et la croissance. Donc derrière, quel est le prix le plus important de n'importe quoi qui va tout chambouler ? Et évidemment, le prix le plus critique, c'est le prix de l'énergie primaire. C'est-à-dire le prix du pétrole, ou le prix du gaz, enfin le prix du pétrole. Et évidemment, parce que si tout d'un coup, vous avez le prix du baril de pétrole, il est à peu près à $70 aujourd'hui. S'il passe à $100, bon, personne n'en sait rien s'il va passer à $100 ou pas, mais s'il passe à $100, qu'est-ce qui se passe ? Première chose, les entreprises achètent beaucoup plus cher leur énergie primaire pour les transformer en biens et services, donc les marges s'effondrent. Alors déjà, contraction des marges, donc ça veut dire que vous allez avoir une contraction des profits, donc c'est-à-dire que la croissance va baisser. Inévitablement, la croissance va baisser. Et puis la deuxième chose, c'est que si l'énergie primaire monte, en tant que consommateur, on va en prendre plein la figure. Sur la voiture, sur le chauffage, sur les biens intermédiaires, parce qu'une partie des producteurs vont essayer de gagner un peu en montant leur prix sur l'effondrement de leur marge. Donc en fait, si le prix de l'énergie primaire monte fortement, on va avoir le double effet catastrophique. C'est-à-dire qu'on va avoir l'inflation qui va monter et la croissance qui va ralentir. Donc le truc critique à surveiller, c'est l'énergie primaire. Donc en fait, on revient à des choses extraordinairement basiques, vous voyez, quand on regarde ça. C'est-à-dire que piloter une économie, c'est un certain nombre de choses très très simple. Et la première chose importante, c'est d'avoir accès à une énergie primaire pas chère.
À partir du moment où on a une énergie primaire pas chère, les conditions économiques de développement sont remarquables. Quand on commence à taper sur ça, on voit qu'on se fragilise énormément. Bon, la France a fait d'énormes bêtises en ne réinvestissant pas dans son système nucléaire. La conséquence est qu'aujourd'hui, on a une énergie primaire qui est beaucoup trop chère et que si on n'avait pas fait ça, on aurait une énergie primaire pas du tout chère, donc on aurait les conditions de ne pas avoir d'inflation, d'avoir une bonne croissance et d'avoir toute la réindustrialisation qui viennent vers nous. Parce que qu'est-ce qui se passe, par exemple, au Texas, là, aux États-Unis? C'est qu'ils ont une énergie primaire qui n'est pas chère du tout. En plus, ils investissent comme des fous dans de l'éolien, etc., et de plats de chauds. Donc, ils ont du pétrole, de l'éolien. Ils ont l'énergie primaire la moins chère des États-Unis. Mais qu'est-ce qui se passe? Toutes les entreprises, même américaines, même européennes, vont au Texas. Et le Texas, aujourd'hui, c'est marrant parce que vous dites, pour prendre des risques, il faut aller dans des économies qui ont des fortes croissances. Donc, on a beaucoup de discussions, par exemple, sur l'Inde. L'Inde est une zone... la zone continentale indienne, subcontinentale indienne, et boum, ils sont à 7% par an de croissance, et puis il y a plein de choses qui vont se passer. Mais si vous voulez être plus prudent, vous allez au Texas, parce que le Texas, c'est 7% de croissance. Donc le Texas a la croissance indienne. Donc c'est pour ça que c'est très, très amusant. Et pourquoi il a la croissance indienne? Parce qu'il a l'énergie pas chère. Et on voit tout de suite pourquoi l'énergie, très, 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 très important. Donc si on se coupe de l'accès à l'énergie, comme on a fait avec les Russes, sans avoir un remplacement autrement, de même qualité ou de même prix, on se met en grande situation, dangereuse. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pas simplement nous, c'est toute l'Europe. Et si vous voyez tous les problèmes qu'ont l'Allemagne aujourd'hui, tout le modèle allemand est foutu par terre. Et c'est pour ça que l'Allemagne, c'est plus où on est. Vous avez vu que son gouvernement a sauté. Donc il va refaire de nouveau des élections en janvier. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour la première fois, les Allemands ne savent plus où ils vont. Donc les Français savent plus très bien où ils vont, mais les Allemands non plus. Donc toute l'Europe ne sait plus très bien où elle va. Et la raison primaire de ça est économique. Elle est justement ce problème sur la gestion de l'accès à l'énergie, gestion qui a été conduite depuis 25 ou 30 ans d'une façon qui était peut-être pas assez sérieuse économiquement, comme on aurait pu l'espérer de gens qui avaient une vision sur la façon dont se crée la valeur. Et la valeur, elle part de là. Donc voilà, alors je vous dis, le prix limite qui commence à être dangereux sur le pétrole, d'après toutes nos simulations faites dans tous les sens, c'est autour de 80-85 $. Donc, ils savaient que si vous êtes là, on est à 70, si vous allez jusqu'à 80-85, tout va bien. Si vous commencez à monter au-dessus de ça, là, vous allez, d'après nos simulations, rentrer dans des situations beaucoup plus dangereuses. Donc, à titre personnel, si vous voulez suivre une variable, regardez le prix du pétrole. Voilà. On va encore plus loin. Là, je suis Pareto de Pareto. Là, on est... voilà. Oui, c'est une question par rapport aux taux d'intérêt. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, les taux d'intérêt à court terme sont trop bas. Oui, ils sont trop bas. Oui, absolument. Pour nous, les taux... Les critiques sont au niveau de la BCE. Certains considèrent qu'à l'inverse, la BCE aurait dû baisser ses taux plus rapidement. Oui, je sais, mais disons, on ne sait pas qui a raison. Sauf que nous, nous, on dit les taux sont trop bas. Ils ne sont pas assez. Oui, ils sont trop bas. Bon. Alors, évidemment, pourquoi sont-ils trop bas? Alors, déjà, prenons le juge de paix, prenons le marché financier. Ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas la BCE, c'est le marché. Vous avez l'or qui flambe, vous avez l'argent qui flambe. Bon, terminé. Ça veut dire que les taux d'intérêt sont trop bas. C'est-à-dire qu'on a raison, on n'a pas raison, on écoute ce que dit le marché. Le marché nous dit, si l'or flambe, c'est que les taux d'intérêt sont trop bas. C'est tout. Donc déjà, pour moi, il n'y a même pas besoin de discussion théorique. C'était la réponse du marché. Ensuite, la deuxième chose, c'est que la BCE, non seulement elle a les taux trop bas, mais elle annonce qu'elle va les baisser. Comme les États-Unis. Donc, il va les mettre encore plus bas. Donc, si on fait un peu de prédiction, ce qu'on déteste faire, mais pourquoi pas, on va rester dans le cadran qui va être favorable à l'or. Très probablement. Nous, on s'en fout, on mesurera mois par mois. Mais si on me demandait mon opinion sur est-ce que l'or sera encore quelque chose de bien acheté dans un an, je dis oui. À mon avis, oui. Alors, j'ai des gens qui disent oui, mais c'est très très cher l'or, ça a monté de 40%. Ah c'est très cher. Pendant les années 70, l'or a monté de 30% par an, tous les ans, pendant 10 ans. Donc, c'est quoi cher? Je ne sais pas, moi. Si on reste des taux trop bas, les gens vont continuer à vouloir se couvrir contre la baisse de leur monnaie. Alors ensuite, donc ça c'est... Alors, et pourquoi est-ce que les taux sont trop bas? C'est parce qu'à la différence des années 80, quand on avait beaucoup d'inflation et que les États-Unis ont décidé de casser l'inflation, pour casser l'inflation, il faut monter les taux d'intérêt. Ils sont montés à 20%. Bon, aujourd'hui, vous imaginez une seconde, une banque centrale qui met les taux à 20%, même à 10 ou même à 8, les gouvernements sont ruinés. C'est pas possible, parce qu'on a trop de dettes. À l'époque, il y avait 30% de dettes gouvernementales chez nous, aux États-Unis, etc. Là, maintenant, il y en a 110, 120. Donc, de toute façon, c'est-à-dire que les banquiers centraux ne peuvent pas
monter les taux d'intérêt trop, comme ils pourraient le faire s'ils avaient ce degré de liberté en plus. Donc ils gèrent, ils sont sur la crête. Donc, en fait, et la conséquence de quoi, de gérer sur la crête, c'est que, évidemment, que si l'inflation repart, ils vont remonter les taux. Mais ils vont résister, et ils vont dire, voilà. Et puis, par contre, dès qu'ils peuvent les baisser un peu parce que l'inflation baisse, hop, ils vont les baisser très vite. Et c'est ce qu'ils vont faire. Là, hop, l'inflation a baissé un peu, vite, on va baisser parce que ça soulage les gouvernements. Mais c'est asymétrique comme position psychologique. Ce n'est pas complètement libre. Et c'est pour ça que le risque, il est dans le sens de la hausse de l'inflation. Parce qu'ils vont être trop vite. Ils ont été très très lents en Europe à remonter les taux d'intérêt, beaucoup trop lents, et c'est pour ça que c'est parti en flèche. Et puis ils sont très rapides à les couper. Mais oui, mais ça c'est une question qui est liée à la contrainte budgétaire. Très probablement. Dire que les banques centrales sont indépendantes aujourd'hui, il faut vraiment y croire, quoi. C'est pas possible. Elles sont indépendantes, mais elles ne veulent pas, c'est pas qu'il y a une mauvaise intention, mais elles ne veulent pas détruire les gouvernements. Or, elles ont le moyen de le faire. Si elles montent les taux, c'est terminé. On ne peut plus payer les fonctionnaires. Ouais. Bon, pour la question, quel est votre point de vue chez GetCash sur les monnaies numériques, style Bitcoin, notamment, par rapport à l'or alors, au sein de GAFCA, il y a des grosses batailles. Il y a les pour, il y a les contre, et les autres bien au contraire. Voilà. Il y a ça. Alors, nous, on est du côté pour. Voilà, parce que peut-être c'est le côté... Alors, oui, nous, on pense que c'est... Alors, le côté contre, c'est ça ne sert à rien, ça ne produit pas de valeur, ça n'a aucune utilité, c'est une bulle, ça consomme de l'énergie, donc c'est ridicule, enfin tous ces arguments-là, etc. Mais vous pouvez le voir exactement dans le sens inverse. C'est vous dire, ça consomme de l'énergie, c'est ridicule, c'est le propre d'une monnaie qu'on appelle en preuve de travail, l'or. L'or, ça consomme énormément d'énergie pour aller chercher de l'or. Pour aller chercher 1 gramme d'or, il faut aller pelleter 1 tonne de minerai quand même. Donc il faut y aller quand même pour 1 gramme. Donc ça y va. Et puis ça y va avec du pétrole, de l'énergie pour chercher 1 gramme d'or. Donc quand vous avez 1 gramme d'or dans la main, vous savez qu'il a fallu beaucoup de travail pour aller chercher. Quelle est l'utilité de l'or autre que ça? Parce qu'on prend de l'or, on le met comme ça, on le fond et ensuite on va le mettre dans un coffre. C'est-à-dire qu'économiquement, vous pouvez reconnaître que c'est un peu spécial comme truc. Donc, mais c'est le propre d'une monnaie, en fait. Le propre d'une monnaie, c'est qu'elle n'a pas d'utilité économique. Donc, en fait, le Bitcoin, qui est exactement la même chose, on mine du Bitcoin, on dépense de l'énergie pour, en fait, garantir sa valeur d'un point de vue de preuve de travail. Parce que vous avez 2 types de monnaies, en fait, dans l'économie. Vous avez des monnaies qui sont preuve de travail et preuve d'enjeu. L'or, c'est une preuve de travail. La monnaie, l'euro, le dollar, ce sont des preuves d'enjeu. Ça veut dire quoi, preuve d'enjeu? Ça veut dire que le billet lui-même vaut rien. C'est un billet de Monopoly, ce truc, c'est un bout de papier. Donc pourquoi est-ce qu'on l'utilise comme monnaie? Tout simplement parce que vous avez un prince qui est puissant, avec une économie puissante et une armée qui vous dit vous allez utiliser ça. Ça, c'est ma monnaie et vous allez l'utiliser pour échanger. Preuve d'enjeu, preuve de muscle. C'est une preuve de muscle. Évidemment, quand les muscles commencent à s'affaisser un peu, les monnaies fiduciaires, elles tremblent. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'euro, le dollar, etc. La puissance européenne, la puissance américaine est en train de baisser. Les pays développés qui avaient à peu près 70%, représentaient 70% de la richesse mondiale il y a 25 ans, en 2000, représentent 50% aujourd'hui. Donc en fait, il y a une baisse de puissance d'enjeu des États-Unis, de l'Europe, etc., qui conduit à une baisse de la valeur de cette monnaie preuve d'enjeu. Elle n'aurait pas forcément baissé si elle avait été gérée en adéquation avec ça. Mais elle a été gérée dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est dire, oulala, on a des problèmes, vous savez ce qu'on va faire, on va émettre plus de monnaie. Comme ça va résoudre nos problèmes. Oui, mais à ce moment-là, la différence entre la création de richesse réelle et la monnaie, elle s'étend. Donc en fait, cette preuve d'enjeu, elle est affaiblie. Le Bitcoin est une preuve de travail. Tous les autres cryptos sont des preuves d'enjeu. Donc vous avez 2 trucs dans le domaine des cryptos, le Bitcoin et les autres. Le Bitcoin, c'est de l'or. Les autres, c'est l'équivalent des preuves d'enjeu. Et le Bitcoin a des utilités énormes. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a que les gens les plus innovants qui le voient. On reparle par exemple du Texas. Au Texas, le Bitcoin est en train de devenir un élément fondamental de la stabilisation des réseaux électriques. Incroyable. Donc c'est incroyable. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3-4 ans, le Texas est très indépendant, vous savez, comme pays. Ils peuvent même faire sécession. Ils ont dans leur constitution même. Et leur réseau électrique est indépendant du réseau électrique fédéral. Donc ils sont en autarcie, là. Il y a 4 ans, ils ont eu un blackout. Ça leur a coûté une fortune. Ils ont eu des morts. Ils ont eu des gens qui ont été en blackout pendant 3-4 jours dans la neige. Ils se sont dit, non, c'est pas possible. Il faut absolument faire quelque chose. Donc, évidemment, toute la politique est rentrée dedans et ils se sont mis alors à investir comme des fous dans des éoliennes.
Donc, ils ont fait des éoliennes dans tous les sens. Donc, ils ont complètement relevé le niveau de production. Sauf que le problème, c'est que c'est les éoliennes et les énergies alternatives, eh ben, d'abord, elles sont intermittentes. Et puis ensuite, au moment où vous avez vraiment un pic, le 23 ou 24 décembre, il fait froid et tout le monde veut aller fêter Noël, bah, il faut que vous ayez du gaz ou des trucs, etc. Donc, ce qu'ils ont décidé, et ça coûte très très cher d'avoir ces centrales qui sont utilisées très peu, uniquement pour éponger les pics, mais il faut les avoir. Sinon, vous ne pouvez pas avoir un Noël en famille. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont monté le niveau moyen de la production électrique au-delà du nécessaire, et en disant, quand je produis trop d'électricité, je vais le renvoyer. Donc, au lieu d'aller, construire les excédents nécessaires, ils ont dit, on va remonter les niveaux de production d'électricité au-dessus, et ensuite, je vais rendre cette électricité quand j'en ai trop. À qui? Aux mineurs de Bitcoin. Donc, vous avez des fermes de puissance qui se construisent partout au Texas. Les gars arrivent, ils se pluguent sur le système électrique. Et qu'est-ce que leur dit le système national? Il leur dit, bon, je vous donne de l'énergie pas chère à une condition, c'est que sur première demande, je vous coupe. Donc, en fait, ils produisent trop. L'excédent, ils le donnent aux mineurs de Bitcoin, et qui sont ravis d'avoir une énergie pas chère pour miner leur Bitcoin. Et dès qu'il fait froid et que le réseau réel a besoin, ils disent aux mineurs de Bitcoin, je vous coupe. Et à ce moment-là, ils utilisent l'énergie excédentaire, et à ce moment-là, ça stabilise tout le réseau. Donc vous avez pour la première fois un système qui est la monnaie, qui est intégré à un système de production énergétique, et les deux ont l'avantage de bénéficier d'une énergie pas chère. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, ben, vous avez tous les mineurs de Bitcoin qui arrivent là-bas, vous avez toutes les entreprises qui arrivent parce que c'est pas cher, et puis comme les entreprises arrivent, ils se disent, il faut en faire plus. Hop, ils sont repartis pour reconstruire, et donc voilà, ils ont 7% de croissance. Voilà, ils sont partis sur quelque chose qui est positif. Donc, non, les cryptos, toutes ces choses-là, et puis enfin, Michael connaît vachement bien ce sujet-là, sur la partie aussi de contrat, c'est quelque chose de très sérieux. On n'y échappera pas. Alors ensuite, que ça monte à $1 million ou pas, j'en sais rien. Mais dire que c'est un truc inutile, etc., c'est absolument pas vrai. C'est une technologie absolument arcane qui fonctionne très bien. Et il y a beaucoup de spéculation dessus. Et il y a des raisons derrière d'avoir de la spéculation. C'est que finalement, quand vous êtes capable de produire l'énergie à un endroit, le problème que vous devez faire ensuite, c'est le distribuer à ceux qui en ont besoin. Et cette distribution, quelquefois, elle est très compliquée. Ça coûte extrêmement cher. Et donc, une bonne façon, c'est de produire cette électricité, de la transformer en valeur numérique. C'est du Bitcoin. Et le Bitcoin, vous l'envoyez à la vitesse de la lumière à l'autre bout du monde. Et donc, c'est une façon de transformer l'énergie en information de façon extraordinairement efficace. Or, toute l'économie, c'est ça. C'est l'économie de l'information, etc. Donc, c'est très sérieux. Moi, je pense que c'est un écosystème très sérieux. Ouais. Dans votre portefeuille, le Bitcoin, il se suffit. Alors, oui. Alors, en fait, si vous voulez, nous c'est quand même, nos clients ne vont pas là-dedans quand ils nous demandent... d'une façon générale, ce qu'on dit à nos clients, c'est qu'on est tous un peu schizophréniques. Donc, on a une partie où on a envie d'être entier. Donc ça, c'est le premier truc que je vous ai montré, c'est le portefeuille permanent, c'est-à-dire quelque chose qui est stable. On a une partie où on a quand même envie de s'amuser un peu avec la vie, se dire, bon, attends, moi, je comprends ce qui se passe, je vais mettre moins d'actions, plus d'obligations. On est tacticien. Donc ça, c'est la deuxième que je propose. Et puis la dernière, c'est qu'on a envie de rigoler, on est spéculateur. Évidemment, on a envie de jouer aux courses, quoi. C'est rigolo, ou au casino. Bon, et donc, la bonne façon de voir son portefeuille, c'est de dire, bon, OK, raisonnablement, je suis tant de pourcents entier, tant de pourcents spéculateur, et puis peut-être 5%, ou 10%, ou 20% spéculateur. Et quand vous acceptez fondamentalement que vous êtes 20% ou 30% spéculateur, ou n'importe quoi, ce que vous voulez, c'est bon. Parce que vous dites, bon, je prends ma part, bon, c'est disons 20%, et ça, je sais que je peux le perdre, parce que je spécule, mais je peux faire x5, hein. Donc je vais rigoler, et puis je vais acheter, je vais financer un jeune là qui monte et qui agit à côté là, et puis il a besoin d'argent pour monter sa boîte, et j'y crois ce gamin. J'y vais, allez tiens, je lui donne 20 000 euros, ou 50 000 euros. Ça c'est de la spéculation, vous faites ça, vous faites du Bitcoin, vous faites des trucs, ça c'est rigolo. Et vous allez acheter des trucs en Inde, parce qu'il y a un gars qui vous dit c'est formidable Inde, ou je sais pas quoi, voilà. Voilà, et c'est comme ça que je le vois. Donc cette partie-là, pour moi, elle est très importante. Là, c'est un portefeuille tacticien. Donc, il n'y a pas de spéculation. Alors, mais si quelqu'un disait, oui, mais dans un cadre plus général, ça serait dans l'or. Et ce serait à proportion du rapport de volatilité. Donc, la volatilité de l'or, c'est à peu près 20%. La volatilité du Bitcoin, c'est plutôt 80 à 100. Vous voyez, c'est un rapport de 1 à 4, ou un truc comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut en avoir 4 ou 5 fois moins, quoi. Un truc comme ça. Mais conceptuellement, oui, bien sûr, c'est l'or. Ouais. Et par rapport à la partie obligataire, que l'immobilier nous laisse travailler le...
l'immobilier, c'est un produit hybride. C'est comme les obligations corporelles, les obligations de compagnie, c'est hybride. C'est-à-dire que, alors, nous, ça ne fonctionne pas dans notre truc parce que c'est que les actifs liquides. Hein, donc, nous, on ne touche pas à l'immobilier. Et puis, l'immobilier, vous savez, l'immobilier, c'est encore une fois, c'est un écosystème en tant que tel. C'est-à-dire que vous avez un actif qui est un actif réel et qui produit un rendement. Donc, le côté produit un rendement, c'est comme les obligations, et l'actif réel, c'est comme de l'or. Donc, encore une fois, c'est un espèce de truc un peu hybride. Bon. L'immobilier, en plus, l'immobilier, c'est le secteur par excellence de l'économie qui est en levier, ce qu'on appelle en levier, c'est-à-dire que vous achetez quelque chose avec l'argent que vous n'avez pas. Voilà. C'est formidable. Donc, c'est ce qui se passe dans tout le monde entier. Vous arrivez, vous dites, allez, je vous donne 20%, et vous avez une banque qui vous dit, je vais vous donner 80%, monsieur. Voilà. Essayez de faire ça pour dire, je vais acheter du bitcoin, vous allez voir la tête de votre banquier. Il ne va pas être d'accord. Mais l'immobilier, ça va. Alors, la conséquence de l'immobilier, c'est que c'est l'actif qui a le plus de valeur dans le monde. Donc, si vous prenez, par exemple, le PNB mondial. Le PNB mondial, c'est 100, ce qu'on appelle trillion en anglais, c'est billion en français, c'est 100 000 milliards de dollars. 100 trilliards. Trilliards, vas-y 100 trilliards de dollars. Ça, c'est le PNB mondial. Quelle est la valeur de toutes les actions dans le monde? 100 trilliards de dollars. Quelle est la valeur de toutes les monnaies émises dans le monde? 100 trilliards de dollars. Quelle est la valeur de toutes les obligations? 130 trilliards. Donc les obligations valent plus en valeur que tout. Et quelle est la valeur à peu près, on peut estimer, de l'immobilier? 400 trilliards. Donc en fait, l'immobilier, c'est monstrueux comme valeur. Et c'est pour ça qu'il y a des effets de richesse. C'est-à-dire que quand, tout d'un coup, les banques centrales baissent les taux d'intérêt, ça fait monter le prix de l'immobilier, les gens sont plus riches, ils dépensent plus, etc. C'est des effets qui sont énormes à cause de la masse. Et c'est un marché très particulier parce qu'il est en levier, mais un levier qui est terriblement contrôlé, puisque si vous n'arrivez pas à rembourser, vous piquez votre maison. Donc c'est un contrôle. Donc je ne sais pas très bien comment le placer. Pour moi, il fait partie d'un portefeuille long terme. C'est-à-dire que quand vous dites, là, c'est des portefeuilles de gestion des liquidités. Portefeuille long terme, c'est pas ça. Portefeuille long terme, c'est de quoi j'ai besoin dans ma vie. Peut-être d'abord d'avoir une demeure, d'avoir de l'immobilier. Pour ma famille, si ça se passe mal. Très important, ça. C'est au-delà de l'aspect financier. Donc, on est dans l'immobilier. Peut-être que j'ai besoin d'avoir ce qu'on appelle du private equity, c'est-à-dire une partie de ma fortune, je vais la mettre dans des sociétés privées. Et ces sociétés privées, ça peut être la mienne. Parce qu'au moins, je sais ce qui se passe. Donc et là, c'est fini, vous ne pouvez pas la revendre. Si ça se passe mal, c'est difficile à vendre. Donc, les actifs illiquides, et puis peut-être vous aimez bien là, vous allez acheter un tableau, ou je sais pas quoi, ou un bijou à votre femme, pas mal ça. Généralement, ça plaît bien. Voilà. Alors, ça, c'est vos actifs longs, et vous devez les penser un petit peu, et l'immobilier en fait partie énormément. Et puis ensuite, il vous reste une partie, et là c'est ce dont j'ai parlé. Et l'immobilier, je ne veux pas en parler pendant des heures, parce que justement, c'est un sujet totalement différent encore. Vous devez avoir des visions à très long terme. Si le prix du baril de pétrole atteint 80 €, il faut vendre des actions? S'il dépasse 85 $, vous commencez à rentrer dans une zone où, nous on voit après, on va être dans une situation où probablement nos modèles vont nous dire l'inflation repart, la croissance baisse et il faut commencer à vendre ces actions. Maintenant, ce n'est pas instantané parce que c'est multiparamétrique. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi ce que font les actions à ce moment-là. En fait, si vous voulez, la productivité, un système productif, vous le mesurez en équivalent pétrole. Donc vous regardez, par exemple, le CAC 40. Regardez le CAC 40. Le CAC 40, il ne faut pas le regarder en euros. Parce que l'euro, ça veut rien dire. Il faut le regarder en équivalent baril de pétrole. Combien de barils de pétrole vaut le CAC 40 ? Voilà. Et là, vous avez une idée de la valeur du CAC 40. Et ensuite, vous voyez si cette valeur monte ou baisse. Si elle monte, c'est que la productivité énergétique du CAC 40 monte. Et là, c'est très très bien, vachement bien. Si ça baisse, c'est inquiétant. Donc quand je dis que si le pétrole passe à 85 et si le CAC 40 ne bouge pas, alors là, c'est dangereux. Parce que ça montre que le système productif devient moins productif. Mais si le CAC 40, parce que là, s'il passe de 70 à 85, il prend 15, donc il prend 20%. Bon, alors ça veut dire que le dénominateur prend 20%. Mais si le CAC 40, pendant ce temps-là, prend 20%, parce que la Chine a reparti et qu'ils vendent partout, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut voir un peu comment ça se passe. En fait, ce qu'il faut voir, c'est si les systèmes sont productifs, d'un sens physique, c'est-à-dire productifs énergétiquement. Et à ce moment, et toute l'histoire de l'humanité, pas l'humanité, même de l'univers, c'est ça. C'est des systèmes qui émergent dans l'histoire et qui sont de plus en plus productifs en termes énergétiques. Nous, par exemple, on est beaucoup plus productifs que le Soleil. On diffuse de l'énergie 1000 fois plus que le Soleil par unité de masse. Donc à chaque fois qu'il y a des émergences de structures dans l'univers, depuis 14 milliards d'années, c'est toujours
avec des structures qui sont plus efficaces. Et quand ces structures sont plus efficaces énergétiquement, eh ben, elles tiennent, c'est du darwinisme si vous voulez, hein. Mais c'est du darwinisme aussi de l'inerte, hein. Il n'y a pas que le vivant. Et quand ces structures ne progressent plus, qu'est-ce que fait Mère Nature? Elle les effondre. Et elle les effondre comment? Sous forme d'avalanche, qui est la plus efficace façon de détruire un système. Donc de toute façon, l'efficacité énergétique est au cœur de tout, absolument tout, et elle est au cœur de la finance. Donc ce que vous devez regarder, c'est la valeur de votre marché en baril de pétrole équivalent, et voir si ça monte ou ça baisse. Ça, c'est très très important. Et donc si ça ne bouge pas trop, et que le pétrole monte à 80-85, à mon avis, là, on verra que ça devient dangereux. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais... Je m'étais... Quand vous dites d'acheter le mort, c'est pas ce n'est pièces d'or? Bah, alors, si vous êtes sur un portefeuille, parlez monsieur, de long terme avec l'immobilier, etc., vous achetez de l'or physique. Vous achetez des Napoléons, vous achetez de l'or physique, vous mettez dans un coffre, voilà, ça c'est bien. Ou je sais pas, ou quelque part de bien planqué chez vous. Par exemple dans la cuisine, sous le riz, vous voyez, que personne ne connaît ce truc-là, voilà. Alors vous faites ça, ça c'est très bien. Mais évidemment, vous ne pouvez pas l'acheter, le vendre, ça ne marche pas. Si vous faites une gestion tactique, comme on fait là, il faut aller vers l'or papier. Mais l'or papier, ça veut dire quoi? C'est des titres qui sont émis et qui vous disent ce titre-là vaut de l'or. Alors, est-ce que c'est vrai que ça vaut de l'or? Ça devient un autre problème toujours. Donc il faut aller vers les papiers dans lesquels vous avez la meilleure garantie possible qu'il y a de l'or derrière. Et ça, ce n'est pas des ETS, c'est ce qu'on appelle des ETC. Il y en a quelques-uns sur le marché, vous demanderez aux spécialistes. Et à ce moment-là, vous avez la garantie, vous savez que derrière le papier, il y a bien de l'or dans les coffres. Voilà. Et ça, c'est la possibilité d'acheter et de vendre sur le marché de façon plus facile. Mais si c'est pour le garder 20 ans, acheter de l'or physique. Hein. Oui, bien sûr. C'est vrai. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de demandes. Hein. Et la demande essentielle, on le voit parce qu'on suit des fondeurs en Suisse depuis 5-6 ans. Ils ont une activité folle. Et tout l'or, vous savez, où part l'or? Elle part en Chine. Ouais. Donc les données qu'on a sur l'or chinois sont complètement fausses. Et vous donnez des données officielles, c'est n'importe quoi. Parce qu'on sait que toute l'activité, là, ça part. De toute façon, ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité. L'or suit la richesse économique. Ça a toujours été comme ça. Donc l'or suit la richesse économique. Aujourd'hui, on regarde donc depuis 25 ans, on a vu que la part de richesse des pays développés a diminué. Ben, l'or, c'est pareil. L'or dans les banques centrales, là, elle part en Asie, l'or. Normal. Donc quand ça part, ayez plutôt, alors c'est ce que dit souvent Charles, c'est assez marrant, il dit, bon, ayez des obligations dans les pays dans lesquels l'or arrive. Gardez pas les obligations des pays dans lesquels l'or s'enfuit. Et c'est une remarque de bon sens, mais c'est exactement ce qu'on dit. C'est que si l'or s'enfuit, c'est que la monnaie, elle est moins assise sur quelque chose. Donc, si l'or part de votre pays, gardez pas les obligations. Ouais. Dans vos 40 pays de référence, vous avez donc la Chine, ça représente. Dans ce cas, si les données sont fausses, et là j'extrapole, hein, comment vous faites pour avoir des choses de fiable? Alors, les données sont fausses sur la thésaurisation de l'or. Là, on n'a aucune idée. Hein, d'abord. Mais nous, on n'utilise pas. On n'utilise pas le volume d'or comme indicateur d'activité. Ce qu'on utilise comme indicateur d'activité, c'est les taux courts, les taux longs. Ben ça, on les constate, hein, parce que ces marchés sont accessibles. C'est fiable, bah oui, bien sûr. Et c'est des données de marché, donc c'est accessible. Bon, c'est l'inflation. Bon, on prend leurs données. Bon, pourquoi pas. Je ne sais pas si elles sont peut-être un peu moins bonnes que les nôtres. Mais de toute façon, comme on regarde en dynamique, on regarde des accélérations. Donc c'est ça l'intérêt. C'est que quand vous regardez une mesure et qui est un peu fausse, bah, la mesure est fausse. Mais si vous regardez son accélération, c'est-à-dire sa dérivée des secondes, bon, si c'est faux, s'il y a un petit biais, vous verrez si ça monte ou ça baisse. Donc, en fait, ça nous suffit. Puis ça marche bien. Donc, ça suffit. Donc, oui, il y a des données fausses, mais ces données fausses ne nous affectent pas. Enfin, dans le cas de cette gestion-là. Ouais.